Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette webconférence consacrée à la nouvelle convention collective de la métallurgie qui entrera en vigueur très prochainement, au 1er janvier. Merci d'être parmi nous. À ce titre-là, nous aurons un certain nombre d'intervenants qui vont vous permettre de recevoir des éclaircissements sur ce qui devra être fait à partir du 1er janvier. Euh, Accéderont à cette réunion Monsieur Patrice Mimenza, dans un premier temps directeur rémunération et système de classification de l'UMM, qui viendra nous dire ce qu'il en est de cette nouvelle convention collective, les raisons pour lesquelles il était nécessaire d'unifier l'ensemble des dispositions conventionnelles, quelle en est la finalité, l'objet. Madame Laurence Daubert, qui va être parmi nous de quelques instants, est directrice des ressources humaines de l'entreprise Vitesco, qui relève également de la métallurgie, qui viendra, elle, nous présenter les modalités opérationnelles, la façon dont l'entreprise s'est organisée pour permettre ce basculement conventionnel, puisqu'il va concerner la totalité, bien évidemment, des salariés du secteur d'activité. Sébastien Elvira, directeur commercial de SD Works, nous dira également la manière dont les systèmes d'information vont être adaptés, les différentes étapes à réaliser pour pouvoir être en phase avec ces nouvelles règles conventionnelles dans les modalités pratiques RH, techniques et paye. Et enfin, votre serviteur, Abdelkader Beramdan, responsable veille juridique de SD Works, qui animera cette webconférence, qui passera le relais, bien évidemment, et qui posera un certain nombre de questions à nos participants. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 à peu près. Les choses se feront de la manière suivante. Euh, Mince, excusez-moi, un petit ordre technique. Je pense qu'on est revenu au bon endroit. Donc, dans un premier temps, j'évoquerai le périmètre général de cette nouvelle convention collective. Monsieur Mimenza fixera le cadre général et les points d'alerte. Madame Daubert nous dira ce qu'il en est des enjeux RH et les modalités d'accompagnement, comme je vous le disais à l'instant, par Sébastien Elvira. Alors, qu'est-ce que la convention collective métallurgie à ce jour, en janvier 2023? Ce sont deux textes principaux nationaux. Les accords nationaux qui régissent bien évidemment le cadre général relatif aux salariés qui ont le statut d'ouvrier, ETAM, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, de manière très globale, puisqu'en réalité, ce sont les textes dédiés qui vont fixer, eux, les droits et obligations conventionnelles. Un texte qui est, lui, national et qui va concerner les salariés qui disposent du statut d'ingénieur et cadre. Et nous avons, nous, décompté jusqu'à 75 conventions collectives territoriales. Alors, elles sont généralement d'un champ départemental, parfois double, hein, je pense notamment à Dromardèche, ou parfois pour une agglomération, je pense notamment à celle de Dunkerque. Tout cela devrait fusionner avec quelques points d'exception sur lesquels M. Mimenza reviendra, sur une seule et unique convention collective à compter du 1er janvier 2024, a été conclue le 7 février 2022 et a fixé bien évidemment cette ligne et cette date de mise en œuvre. Je reviens, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, le périmètre global, c'est 42 000 entreprises en France concernées par le monde de la métallurgie, un peu plus de 1,5 million de salariés, et grosso modo, on y retrouve bien évidemment, y compris dans le texte à venir, des dispositions relatives à la classification, à la protection sociale complémentaire, à la durée du travail ou encore à la période d'essai. Avant cela, ce que je vous propose, c'est peut-être une petite courte vidéo de présentation de ce qu'est la convention collective de la métallurgie et le cadre dans lequel elle s'inscrit. Quelques instants d'attente. L'industrie n'arrête pas d'innover. C'est dans son ADN. Cet esprit d'innovation a jalonné son histoire d'avancées spectaculaires. Des avancées techniques, bien sûr, mais aussi sociales. Droit du travail, apprentissage, sécurité des salariés. Sur bien des sujets, l'industrie a été pionnière. Aujourd'hui, l'industrie française fait face à de nouveaux défis. La compétition entre les nations est plus forte que jamais. Les technologies de pointe, la robotique, les enjeux climatiques rebattent les cartes. Inventer ne suffit plus. Les métiers évoluent. Et pour contribuer à un monde nouveau, l'industrie se réinvente. Face à cette industrie nouvelle, nous avons imaginé une nouvelle convention collective. Un texte unique pour remplacer les 78 conventions aujourd'hui en vigueur. Pour chacun,
Cela va apporter des solutions innovantes pour s'organiser, entreprendre, recruter, grandir. L'industrie est le grand moteur de l'économie française. Cette nouvelle convention collective veut redonner à ce moteur toute sa puissance. Convention collective de la métallurgie, un nouvel élan pour l'industrie. Bien, nous avons vu, Monsieur Mimenza, quels en étaient les enjeux, hein, bien évidemment, de cette nouvelle convention collective. Réinscrire la métallurgie dans un champ de compétition, de compétitivité plus générale, plus globale, donner une nouvelle énergie, comme le disent les derniers propos. Quels ont été, in fine, les objectifs premiers, les raisons pour lesquelles il était nécessaire de unifier globalement ces dispositions conventionnelles? Bien, merci Monsieur Berendan et bonjour à tous. Donc effectivement, la vidéo introductive, je dirais, explique bien en fait un petit peu le contexte dans lequel on s'est trouvé à l'aube finalement de ce projet qui est un projet, donc comme vous l'aurez compris, historique pour la branche de la métallurgie. En fait, au départ, en fait, c'était un constat qui a été bien évidemment partagé avec les entreprises, avec également les organisations syndicales. Un constat qui est que le champ conventionnel, en fait, la convention collective et la structure de la convention collective de la métallurgie n'était plus alignée finalement avec les enjeux des entreprises et n'était plus alignée également avec les attentes des salariés. Globalement, pourquoi? Alors, effectivement, on explique bien qu'aujourd'hui, on est sur 76 champs conventionnels territoriaux, plus effectivement des accords nationaux. Et donc, il était important de pouvoir, au-delà même d'un toilettage, mais carrément repenser la totalité de la nouvelle convention collective. Certains textes actuellement en vigueur datent de l'après-guerre, donc ne sont plus aujourd'hui, encore une fois, adaptés. Je citerai par exemple, on pourra y revenir un petit peu tout à l'heure, donc la classification des emplois, dont les textes datent de 1972 et 1975, et qui, je dirais aujourd'hui, dans la façon dont c'est déployé au sein des entreprises, ne correspond plus à ce pourquoi elle a été créée au départ, et donc la nécessité de pouvoir effectivement revoir cet aspect-là. Donc globalement, pourquoi avoir fait tout ce travail, pourquoi avoir mis en place ce chantier historique? C'est vraiment la volonté de donner une impulsion, donc un nouvel élan, comme le dit la vidéo, et de pouvoir créer donc un cadre conventionnel qui soit vraiment actuel, adapté aux enjeux des entreprises. J'y reviendrai, permettant aux entreprises bien sûr d'en tirer des opportunités, et puis adapté également aux attentes des salariés. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir adapter également et développer leur compétitivité sur la base de ce nouveau cadre social. Alors, comment on a fait? On a, comme je le disais, au-delà du toilettage, voulu faire, je dirais, une création quasiment de page blanche, par rapport à la convention collective. Donc, il y a eu différentes phases qu'on verra, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Mais l'idée était vraiment d'avoir un cadre social qui soit totalement nouveau, qui soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus transparent également, puisqu'on a pris le parti dès le départ d'être totalement transparent dans les textes qui avaient été créés suite à la phase de négociation. Ensuite, voilà, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle convention collective? Donc, on a aujourd'hui créé une nouvelle convention collective qui arrivera au 1er janvier 2024, qui est composée de règles communes. Ça veut dire que les 76 conventions collectives territoriales vont laisser la place à un texte national, qui s'appliquera à la totalité des entreprises de la métallurgie. Nous avons eu d'ailleurs une publication d'extension en fin d'année dernière. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre dans la philosophie en fait de ce qu'on a fait, c'est on s'est complètement inscrit
dans la logique des ordonnances travail. C'est-à-dire que l'objectif pour nous est de pouvoir laisser la main, bien sûr, aux entreprises. Donc, on a tout adossé à un principe de supplétivité. Donc, ça veut dire que sur la totalité de ce qui sera entré en vigueur au 1er janvier 2024, hormis la classification des emplois et donc les aspects de rémunération, c'est-à-dire les salaires minimums hiérarchiques qui relèvent du bloc 1, mais pour tout le reste, ce sont des éléments qui peuvent être retravaillés dans le cadre des relations sociales de l'entreprise et par accord d'entreprise. Alors, pour rentrer dans un petit peu plus de détails, vous avez à l'écran en fait les différentes composantes finalement de cette future convention collective. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement on a des thèmes qui balayent en fait l'essentiel finalement de ce que doit être une convention collective nationale. Mais je vais m'attacher un peu plus à vous décrire un petit peu finalement la méthodologie, comment on a fait finalement pour aboutir à ce texte. Alors le début de l'histoire, puisque c'est si vous pouvez par contre revenir sur le slide précédent. Excusez-moi. Merci. Le début de l'histoire, en fait, ça a été une phase de préparation. Comme je le disais, il a fallu au début se mettre d'accord et puis voir s'il y avait opportunité ou pas pour pouvoir négocier. Donc il y a eu toute une phase de préparation entre 2013 et 2016. Alors préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer les organisations syndicales dans un contexte sans enjeu, hors négociation, donc en bilatéral, donc de pouvoir échanger avec eux sur justement les constats que nous faisions, voir s'ils partageaient ces constats et s'ils étaient volontaires pour pouvoir se mettre autour de la table de négociation. Toute cette phase préparatoire a été d'ailleurs fondamentale puisque c'est elle qui a permis de tisser un peu un terreau de confiance qui a été parfois mis à rude épreuve durant la phase de négociation. Ça a été vraiment une étape incontournable et indispensable pour tout le travail qui s'est fait par la suite. Au niveau de la bascule sur la phase de négociation, donc ça s'est fait par la signature, donc le 27 juin 2016, donc d'un accord de méthodologie de négociation, qui nous a permis dès septembre 2016 d'attaquer la négociation à proprement parler sur les thèmes, ceux que vous voyez à l'écran. On a commencé par les 2 premiers thèmes. Notre principe était de négocier les thèmes 2 par 2, à raison d'une séance de négociation tous les 15 jours, et de pouvoir ainsi balayer la totalité des thèmes évoqués. Alors, ça a été une grande période, une grande phase de négociation, 2016 jusqu'à effectivement 2021, fin 2021. Bien évidemment, au milieu de tout ça, il y a eu la crise Covid, le confinement, qui a forcément impacté, je dirais, non pas la qualité de la relation sociale, mais le timing de la relation sociale, qui nous a effectivement fait prendre un peu de retard sur ce qu'on avait prévu au départ. Fin 2021, nous nous retrouvons et nous avons clos cette phase de négociation avec un run d'une semaine où on s'est enfermé avec les organisations syndicales pendant une semaine pour finaliser totalement le texte. Ça a été un marathon qui nous a occupé jour et nuit sur cette semaine-là, mais qui a permis en fait d'aboutir à un texte signable et qui a été signé le 7 février de l'année dernière, donc 2022, ce qui nous a fait entrer en fait dans la 3e phase, qui est la phase de transition, 2 années de phase de transition. À quoi elle va servir en fait cette phase? Elle va permettre aux entreprises de se préparer à l'arrivée du nouveau texte conventionnel. Donc se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement déjà prendre connaissance et bien, je dirais, assimiler le nouveau texte et puis mettre en œuvre des éléments au sein de l'entreprise pour pouvoir être prêt sur l'entrée en vigueur début 2024. Alors, je précise tout de suite, mais ça sera sur le slide suivant, au niveau de l'entrée en vigueur, donc j'évoque une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 pour la totalité de la convention collective. Il faut savoir que sur la partie protection sociale, donc on a été dans l'obligation de faire une entrée en vigueur anticipée, donc au 1er janvier de cette année. Donc ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, la partie protection sociale effectivement est actuellement en vigueur.
Si Monsieur Beramdam, vous pouvez. Merci. Donc, on a déployé donc selon 3 axes. Donc, le premier axe que j'évoquais, c'est la partie protection sociale. Donc, avec un texte qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Alors, premier conseil, en fait, toutes les entreprises sont invitées, bien sûr, à vérifier leur conformité conventionnelle sur ce point. La logique qu'on a eue au niveau de la protection sociale, c'est d'assurer en fait un minimum de branches, sur la partie prévoyance et sur la partie santé. Donc, avec un minimum, donc ça va concerner. Alors, les grandes entreprises, généralement, ont déjà des choses qui, je dirais, sont au-delà de ce minimum-là, mais il est quand même important de vérifier cette conformité. Pardon. Le deuxième axe, en fait, concerne la classification des emplois. Donc là, il y a, je dirais, peut-être l'axe de déploiement qui va nécessiter le plus d'investissement de la part des entreprises. Puisqu'il s'agit là, pour l'ensemble des entreprises, de reprendre finalement un petit peu leur organisation, leur structure d'organisation, la structure des emplois, donc de vérifier qu'elle soit bien, je dirais, à jour, et puis d'assurer une description de ces emplois, puis une cotation et un classement de ces emplois. Donc ça, c'est une phase pardon, qui prend du temps, qui demande, je dirais, une organisation, un investissement de la part des entreprises, mais qu'il est nécessaire de conduire pour pouvoir, je dirais, remettre vraiment à plat donc la classification des emplois, faire en sorte qu'elle serve vraiment ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire classer les emplois et non pas classer des salariés comme on le voit trop souvent aujourd'hui avec le système qui est actuellement en vigueur. On a vraiment, à travers cet axe-là, la volonté de repositionner la classification sur l'emploi et uniquement l'emploi. Et de ce fait-là, donc il y a vraiment un travail, je dirais, de réflexion à mener sur ça, sur ces aspects d'organisation, mais également sur les aspects RH qui sont associés. Troisième axe, donc les évolutions juridiques. Donc toutes les évolutions juridiques, en fait, sont tous les autres thèmes. Donc il est important que les entreprises puissent les connaître et voir donc si elles sont conformes, et puis voir aussi leurs zones d'opportunité dans le cadre de la négociation d'accords d'entreprise. Alors la feuille de route entreprise. Alors mes conseils en fait sont bien sûr dans un premier temps de prendre connaissance de la nouvelle classification collective nationale. Comme je disais, donc vérifier assez rapidement la conformité par rapport à la protection sociale, et puis les éléments qui peuvent intéresser l'entreprise au-delà de la conformité conventionnelle, qui peuvent intéresser l'entreprise pour travailler en interne de cette entreprise. Donc, c'est une vraie réflexion que les entreprises doivent conduire sur les opportunités à saisir. On invite vraiment toutes les entreprises à avoir, je dirais, ce type de réflexion. C'est-à-dire de ne pas viser simplement le fait de dire, OK, on a bien vu ce que représentaient les textes et on essaie d'être aligné, on est aligné avec les textes, mais d'aller au-delà et de dire, voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme opportunité pour revoir telle ou telle partie de mon organisation ou de la structure de mes accords d'entreprise. Donc, il est important de planifier donc rapidement le début des travaux, en particulier, comme je l'évoquais, la classification des emplois qui demande quand même un certain travail. Et globalement, je dirais, ce qu'il est important, c'est que les entreprises puissent considérer l'arrivée de cette nouvelle convention collective également comme un projet d'entreprise, donc de le gérer comme tel. On va avoir un témoignage juste après, effectivement, d'une entreprise qui est au travail sur ça. Voilà. Également, ce qu'il est important de noter, c'est que au niveau de l'UIMM, nous avons 59 chambres syndicales territoriales, donc UIMM territoriales, et ces UIMM territoriales sont là pour accompagner bien évidemment les entreprises de la métallurgie, également à la fois par, je dirais, la bonne prise en compte, la bonne appropriation de la nouvelle convention collective et son déploiement au sein des entreprises. Donc n'hésitez pas à contacter vos UIMM territoriales. Donc, j'ai remis dans la présentation également des liens pour aller plus loin. Donc, le premier lien renvoie à notre site UIMM au niveau national. Et le deuxième est un site paritaire qui reprend les outils de la future système de classification en particulier.
Voilà, écoutez, en tout cas, alors désolé, comme vous l'avez constaté, j'ai un chat dans la gorge en ce moment là qui, bien sûr, s'est réveillé au mauvais moment. Donc désolé pour ça. Donc en tout cas, merci pour votre écoute et puis bien sûr, je reste à disposition pour répondre aux questions. Merci Monsieur Mimenza pour votre animation de cette convention collective nouvelle, l'approche globale et puis bien évidemment chacun leur a noté les points d'alerte hein, nécessaires à la transposition dans les entreprises de ce nouveau cadre conventionnel. Eh bien, c'est l'occasion de donner la parole à Madame Daubert, directrice des ressources humaines de l'entreprise Vitesco, qui apporte son témoignage sur la façon dont ce nouveau texte a été appréhendé, travaillé bien évidemment, et sa mise en pratique. Quels sont les enjeux RH de la nouvelle convention collective? Madame Daubert, Bonjour à merci, vous tous. avez la parole. J'espère qu'on m'entend. Parfaitement. Effectivement, on va voilà, faire un zoom sur un exemple hein, au sein de la société Vitesco. D'abord dire en préambule que ce zoom, on va le faire sur le bloc 2 qu'a montré Monsieur Mimenza, c'est-à-dire sur la partie classification qui est le gros morceau en termes de déploiement aujourd'hui dans les entreprises, dans la nôtre en tout cas. Dire également que le travail qui a été réalisé au niveau de la branche est quand même remarquable, hein. Je ne sais pas s'il y a un travail de refonte de telle ampleur qui existe sur notre branche aujourd'hui. Mais voilà, 3 ans de négociations, hein, si je ne me trompe pas, Monsieur Mimenza. Bon, je vous avoue que pour avoir suivi hein, la négociation avant qu'elle aboutisse, j'avais quelques doutes en me disant waouh, on sait ce que c'est qu'une négociation, on a envie dans nos entreprises. Il y avait la mise au frigo successive des blocs de négociation. Je pense que je n'étais pas la seule à me dire, il ne faudrait pas qu'au bout des 3 ans, quand on ouvre le frigo, ça soit peut-être moins frais et qu'il y ait des gens qui aient plus envie de le signer. Bon, bah, félicitations parce que cette crainte s'est avérée totalement inexacte et c'est vraiment un travail colossal et tout à fait nécessaire qui a été entrepris. Donc, merci pour ça. Donc, vous dire ensuite, avant de démarrer, qu'on ne se considère pas du tout comme benchmark chez Vitesco hein, sur ce travail de la classification. Donc, c'est vraiment en toute humilité que je vais vous partager ce que l'on fait aujourd'hui, la façon dont on s'y prend, quels sont les enjeux qui nous caractérisent. Mais voilà, on ne se considère pas comme avoir une méthodologie qui va vous apprendre tout d'un coup comment révolutionner la vôtre. On n'est pas spécialement en avance non plus. En revanche, j'espère que vous trouverez là matière à inspiration pour peut-être de ci, de là pour vos périmètres. Donc je vais commencer en 2 mots hein, pour expliquer ce qu'est Vitesco Technologies parce que c'est important pour quand même vous donner la coloration. Je veux bien que vous rebasculiez un tout petit peu avant monsieur, sur le slide d'avant, juste pour voilà, pour vous dire comment je vais procéder. Donc vous dire quelques mots sur Vitesco, c'est important pour comprendre la culture, hein. Vous dire comment effectivement, le contexte et le projet, comment on l'appréhende chez Vitesco. Vous parler de la méthodologie et la façon dont on s'organise pour gérer le projet et je terminerai par, l'analyse de risque et d'impact. En tout cas, plus sur la méthode que sur le fond. Donc Vitesco Technologies, merci beaucoup. Donc nous sommes un équipementier, automobile, international, donc 8 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 employés dans le monde. Nous, donc fabriquons, des moteurs électriques, des systèmes de contrôle électronique, des capteurs et ce qui est important de savoir sur Vitesco, c'est que nous existons depuis 2 ans. Nous sommes issus d'un spin-off du groupe Continental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tout récents, tout neufs, donc on part, d'une page blanche, mais avec la robustesse et l'historique, des process et des clients de Continental. Voilà, mais nous sommes maintenant totalement indépendants. Le siège de la société est situé en Allemagne, c'est important aussi, de le dire, parce que ça donne aussi une coloration au reste. Donc si vous passez sur le slide d'après, on a, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais notre vision, hein, donc nous sommes très tôt chez Vitesco, par rapport à nos clients, dès le démarrage en fait de la création de la société. Vous êtes allé un tout petit peu vite, hein, excusez-moi. On va arriver à se caler, vous allez voir. Donc on a très vite annoncé que l'on serait sur le marché de l'électrification. Voilà, donc c'est notre objectif, d'être sur le chemin pour une mobilité propre. Voilà.
Maintenant, on peut passer voilà, sur l'aspect français, donc 1600 salariés. Sur le slide d'après, nous sommes donc partout, nous sommes en Europe effectivement, 1600 salariés, 800 ingénieurs, 600 salariés qui travaillent dans nos usines. 2e plus gros centre R&D dans le monde chez Vitesco, et nous avons 4 sites en France, 2 centres de R&D, 2 usines. Voilà, donc maintenant, le projet tel qu'on l'a vendu, enfin voilà, tel qu'on le présente et tel qu'on le présente dans l'entreprise, donc c'est le slide d'après. Donc comme le disait monsieur Mimenzin, et comme nous le précise, lui-même, c'est pas un projet RH. Voilà, ça c'est très important. C'est un projet qui est structurant pour l'entreprise. Donc voilà, il est certes piloté par les RH, hein, comme beaucoup d'autres choses, mais il est structurant pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, quand on dit que donc c'est un projet donc qui vise à la mise en place du nouveau système de classification, je vous l'ai dit, hein, je vais axer sur la classification aujourd'hui. Il est structurant pour l'entreprise. Nous l'avons appelé le projet Clem, d'où la jeune fille que vous voyez là qui s'appelle Clem et qui va nous suivre tout au long du projet. Et donc quand on dit dans les opportunités qu'il s'agit d'apporter davantage de cohérence, d'équité et de transparence dans l'organisation des emplois, on peut le dire comme ça, mais on peut le vivre dans sa chair, ce qui est totalement mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que je n'étais pas destinée à travailler dans les RH, mais que ma première mission dans le monde de l'entreprise a été de mettre en place une classification des emplois dans l'agroalimentaire. Voilà, une entreprise qui partait d'une page blanche par rapport à cela. Et donc, j'ai mis un pied dans le monde RH, je l'ai jamais quitté, et je suis rentrée effectivement par ce contexte-là. Donc en ayant chevillé au corps, le principe selon lequel, on classe des emplois et pas des personnes, et qu'effectivement, des coefficients et des indices sont associés à un emploi et pas à des personnes. Donc en 10 ans plus tard, je suis rentrée dans la métallurgie, et que j'ai vu effectivement que là, pour le coup, effectivement, dans le cadre des revues de salaire annuelles, on faisait changer les coefficients au mérite, que l'on avait des jurys de passage cadre, des jurys de passage 3A, où en fait, c'était la personne, hein, sur lequel on faisait reposer le changement de coefficient. J'ai dit: «Ouh là là, mais ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire». Autant vous dire que, heu, je prêchais dans un très grand désert, puisque dans le monde de l'aéronautique, ça faisait très longtemps, qu'on fonctionnait de la sorte, hein, et que, le grand donneur d'ordre qui est Airbus, fonctionnait de la sorte. Donc effectivement, toute la filière s'est alignée sur ce principe-là. Voilà, donc voilà, ça me posait effectivement problème, et pour autant, effectivement, j'ai participé à cette mise en œuvre, et au jury de passage cadre, même si j'avais un petit hiatus dans la façon dont on procédait, hein. La personne qui, avant la soutenance, n'est pas cadre, après la soutenance devient cadre parce qu'il a présenté quelque chose de ses réalisations personnelles. Voilà, j'ai quelque chose qui me piquait. Mais pour autant, il y a des vertus, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc monsieur Mimezza m'a sorti de là au bout de 10 ans, de dilemme, parce qu'effectivement au bout de voilà, maintenant on revient dans cette comment dire? Dans cette structure qui n'aurait jamais dû nous quitter, hein, c'est-à-dire de considérer qu'on doit classer des emplois. Donc voilà pourquoi, quand je dis qu'il faut apporter davantage de cohérence, d'équité, que ça va permettre d'apporter de la cohérence, d'équité, de la transparence, je ne suis pas juste en train de répéter le verbatim de l'UMM, mais je le crois profondément. Voilà. Donc effectivement, c'est un projet porté par l'entreprise. Donc comment on s'y est pris? Donc on va passer à la partie méthodologie. Donc le slide d'après, donc voilà, donc ça c'est la méthodologie qui est portée par la métallurgie, donc par la branche. Vous le connaissez, on identifie, on décrit, on valide, on cote, on classe. Donc nous, on l'a traduit à notre niveau par une structure projet, qui est sur la slide d'après. Donc on s'est posé la première question, sur, est-ce qu'on faisait un accord de méthode ou pas? Donc on s'est assis à la table des négociations avec nos partenaires sociaux. Ils nous ont dit assez vite: «Bon, nous on veut pas être partie prenante, dans le dispositif, on veut pas être dans les comités de cotation, validation des fiches de description d'emploi, et cetera. Donc on vous laisse faire. Par contre, ce à quoi on est attaché, c'est de régler la question des litiges. Voilà. Comment on va faire pour gérer, donc les litiges sur les personnes qui ne seront pas d'accord, et cetera». Donc on en a conclu assez vite que de fait, on ne ferait pas d'accord de méthode.
Mais que, donc on leur présenterait en début de projet, donc la structure projet que je vais vous présenter après, l'analyse de risque, l'analyse d'impact, qu'on allait les consulter, là-dessus, hein, enfin le CSE pardon, qu'on allait consulter le CSE sur l'analyse de risque et d'impact, qu'on leur ferait tous les mois, un état des lieux régulier sur ce qui se passait, dans la vie du projet. Voilà, mais que, il y aurait pas d'implication, des partenaires sociaux, dans les différents, étapes clés. On a, donc, décidé aussi de se faire accompagner, par un partenaire externe sur une partie du projet, la partie, description des emplois et des cotations. On a décidé aussi de faire un pilote, donc, pour mettre en œuvre et éprouver la méthode. On a démarré en décembre dernier, la description des emplois, et donc on a, 2 groupes de cotation avec, donc des personnes formées, qui vont au fil de l'eau, coter les emplois au fur et à mesure que les descriptions, d'emplois seront réalisées. Donc nous comptons terminer, en juin, de manière à pouvoir démarrer la grosse phase, hein, qui est pas à sous-estimer, de l'analyse d'impact et puis derrière les négociations pour tous, les accords d'entreprise, les DUE, tous les process qui vont être impactés par ce changement de classification. Et donc tout au long du projet, j'en reparlerai également, nous avons, la partie change management, qui est évidemment, tout à fait clé. Donc ensuite, nous avons, donc si vous passez au slide d'après, j'ai une petite inertie, voilà. Ça, c'est le WBS du projet, donc la façon dont ça s'est structuré au niveau de l'équipe projet. Donc on est 1 600, hein, donc je ne connais pas la taille des entreprises, des personnes qui assistent à ce webinaire, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus gros et beaucoup plus petit. Donc on n'a pas non plus des moyens colossaux pour ce projet. Donc on s'est doté d'un chef de projet dédié, mais par contre ensuite et puis comme je vous l'ai dit, des cabinets d'externes pour certaines parties du projet, mais ensuite on fait tout par nos propres moyens avec l'équipe actuelle, hein, donc pas de renfort au-delà de ces 2 ressources. Donc la structure du projet, on a 5 work packages. Le premier sur le pilotage du projet en lui-même, hein, donc la gestion de projet, l'aspect change management, la coordination aussi avec notre siège, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est un projet qui est franco-français au sein d'un groupe international. Nous avons le deuxième work package sur la description des emplois et des cotations. Là, on est dans le cœur du dispositif. Nous avons le troisième, qui est clé, sur la gestion aussi, sur la gestion des carrières, hein, puisque ça va modifier tout un tas, de pratiques internes, sur les parcours de promotion. On l'a évoqué, sur les parcours, sur les processus, sur la façon d'appréhender la formation également. Nous avons le quatrième work package sur les rémunérations, avantages sociaux et le temps de travail, puisqu'on sait qu'il y aura des impacts, sur ces 2 volets. Et le dernier work package concerne les systèmes, d'information RH, hein, donc qui vont être mis à rude épreuve également. Nous avons donc pour chacun de ces work packages, des porteurs, des responsables de l'eau, et donc nous avançons, de cette façon en mode projet. Ensuite, donc nous avons sur le slide d'après, ah oui pardon, oui, donc effectivement nous mettons en œuvre un pilote, hein, et sur cette partie-là de la gestion de projet, c'est-à-dire le pilotage, description des emplois et des compétences, des cotations. C'est sur ces 2 volets qu'a porté notre pilote, hein. Donc on a fait l'essai à blanc de A à Z, sur un département, de manière à pouvoir, en tirer des lessons learned, un retour d'expérience, pour la suite du projet. Donc si on passe au slide d'après, vous avez, alors là je vous ai vu vraiment mis la slide interne, hein, donc je l'ai joué, transparence, maximum, donc il y a des choses qui ne vont pas vous intéresser là-dedans, mais juste comprendre qu'est-ce que ça nous a permis d'en tirer, essentiellement, hein, comme bénéfice ce pilote. D'abord on avait des doutes sur le fait de se dire: «Waouh, la charge de travail pour rédiger les fiches de description d'emploi, c'est colossal, hein. Est-ce qu'on va y arriver en interne sans moyens supplémentaires?» Donc on a mesuré, de manière factuelle, hein, combien de temps on avait, pour rédiger une FDE, et notre conclusion, c'est que, OK, c'est lourd, OK, c'est pas un petit sujet, mais ça sera réalisable en interne avec, donc les managers, des managers référents et cetera.
Ensuite, on a impliqué dans ce pilote les salariés dans la rédaction des fiches d'emploi, donc ça a permis d'avoir une adhésion sur le contenu. Et le comité de cotation que nous avions conçu pour la durée de l'expérimentation, on leur a demandé: «OK, vous continuez ou vous vous arrêtez là?» Ils nous ont dit: «OK, on continue», voilà, donc c'est un bénéfice aussi d'avoir fait fonctionner ce groupe et de pouvoir le faire continuer sur la suite du projet. Et ensuite, on a des points effectivement à surveiller. En particulier, on a dû en tirer comme conséquence qu'il a fallu optimiser notre trame de FDE, puisque si cette trame, et si on ne retrouve pas dans les FDE, dans les fiches de description d'emploi, matière à côté, bah, effectivement, on est très embêté pour la suite, donc ça nous a permis de le faire évoluer. Le deuxième point est purement interne et sur les autres points, effectivement, bon, voilà, on avait, une carence d'absence côté, d'emploi à côté sur les emplois entre 22 et 36. Voilà, donc on n'aura pas pu tester cette partie-là. Ensuite, donc ce qu'on a comme, voilà, ce qu'on a fait comme analyse, avant le démarrage du projet, hein, qu'on refera pour la partie analyse d'impact évidemment à la fin, c'est, donc une analyse de risque. Donc si on va au slide d'après, on a identifié des risques, hein, donc ce que vous voyez là, n'est qu'une partie de l'analyse des risques, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de comment on a procédé. Donc on se dit qu'est-ce qui peut nous arriver sur ce projet-là? Est-ce qu'effectivement on peut avoir un risque temporel, hein, sur le fait de pas arriver à le faire dans les délais requis? Un risque financier, des dérives par rapport au budget que l'on s'est donné et un impact aussi, un risque d'image, hein, si jamais on n'arrive pas à le faire dans les délais requis. Donc pour chacun de ces risques, on a identifié, des causes et donc des actions de mitigation des risques, hein, à mettre en œuvre pour chacune d'entre elles. Et donc on a partagé cette analyse, en toute transparence avec, notre CSE, voilà, qui nous ont challengés aussi sur des points que l'on aurait pu, ne pas identifier. Et j'y reviendrai pour terminer, mais effectivement, la partie conduite de changement va être très, très, très souvent une réponse à, la mitigation de ces risques. Si on passe au slide d'après, sur l'analyse d'impact, donc encore une fois, elle sera à refaire, hein, évidemment, hein, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir ici, c'est, ce que j'ai précédemment, évoqué comme impact, sur, la gestion, de la reconnaissance. Voilà. On dit, voilà, c'est la fin de la progression automatique de coefficients, c'est la fin, de l'attribution d'un coefficient, d'un indice au mérite et j'ai pointé effectivement en préambule les risques qu'il y avait à fonctionner comme on le faisait jusqu'à présent. Pour autant, malgré, les critiques que j'ai pu émettre sur le dispositif, sur le fait de faire évoluer, au mérite, il faut reconnaître que le corps social dans son ensemble, hein, partenaires sociaux y compris, étaient tout à fait attachés en fait à ces moments de changement, de ces passages, ces rituels de reconnaissance, des passages cadres, des passages 3A, des changements de coefficients et cetera. Il y a un grand attachement à ces moments et j'ai envie de dire encore maintenant, c'est-à-dire on sait tous que c'est la dernière année, et pour autant, je suis toujours étonnée de voir que, on a encore, des demandes de passage 4, des demandes de passage 3A, des demandes de changement de coefficient, quand bien même tout le monde sait que ça s'arrête, sous cette forme-là en fin d'année. Donc ça veut dire que, il y a un attachement, il y a un besoin, de ces rituels de reconnaissance, de ces moments-là. Donc OK, on revient à un classement de l'emploi, mais par quoi va-t-on le remplacer? Et c'est une question ouverte que je pose, hein, par quoi va-t-on le remplacer? Comment on va, pouvoir, encore, adresser, ce besoin, qui est de reconnaissance? Voilà. Donc j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il va falloir la trouver, parce qu'encore une fois, il y a une grosse attente, par rapport à ça, il me semble. Voilà, ensuite on est sur des aspects plus techniques, hein, dans l'exemple qu'on a mis ici, puisque, ben, on a des accords aujourd'hui, avec une définition des forfaits jours, des cadres dirigeants qui sont basés sur l'ancienne classification, sur lequel il va falloir qu'on révise, les pratiques. Voilà, donc c'est un exemple, hein, je ne cherche pas ici à faire une exhaustivité, mais juste vous indiquer en termes de méthodologie comment on s'y est pris.
Et donc pour finir, le dernier point concerne le change management. Alors, il va piquer un petit peu le slide là que vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Ne prenez pas peur. C'est en fait très simple. C'est juste pour indiquer que tout au long du projet, donc on a animé, enfin on a prévu des points de partage, d'information, d'animation, de consultation, qui sont vraiment très clés, parce qu'effectivement, ce n'est qu'avec cette dimension-là qu'on pourra embarquer, tout le monde dans l'entreprise et qu'on n'en fera pas, encore une fois, un projet RH, mais bien un projet d'entreprise. Donc, nous avons des instances donc de COMEX, de comité de direction, hein, sur lesquels on fait des points une fois par mois. Nous avons aussi des points avec l'ensemble des salariés, alors sous différentes formes, ce qu'on appelle des open calls, hein, qui permettent aux salariés de venir se renseigner sur le projet et qui, à date, sont extrêmement suivis. Hein, on a vraiment beaucoup d'attentes et beaucoup d'appétit, de connaissances sur ce projet. On a donc un espace de partage avec des SharePoint, donc sur lequel on fait des focus, des quiz, des séances d'information, du Q&A aussi qui est très attendu. Et donc on a une communauté des managers référents, hein, qui vont pouvoir nous aider sur la partie description des emplois et cotation, donc que l'on anime et qu'on veille à maintenir effectivement à flot en termes d'information. Voilà, donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, ça n'a pas de sens, mais juste vous dire que redire et terminer là-dessus pour dire à quel point le change management, la partie communication, la partie animation du projet est effectivement clé pour que tout le monde puisse y adhérer. Et je terminerai donc effectivement là-dessus. Merci beaucoup, merci Madame Daubert de votre témoignage sur les modalités opérationnelles de la prise en compte de cette nouvelle convention collective. Vous l'avez dit dans vos propos introductifs, on est dans le cadre d'un changement qui est incontestablement historique, mais l'histoire de la négociation dans le monde de la métallurgie est historiquement prégnante. Donc, on est là dans un cheminement qui peut-être demain donnera peut-être quelques incitations à avoir un cadre conventionnel plus unifié dans d'autres secteurs, hein. Il y en a encore quelques-uns pour lesquels il peut y avoir quelques disparités régionales. Merci à vous deux. Maintenant, la parole est à Sébastien Elvira, directeur commercial de SD Works, qui va vous dire comment tout cela s'inscrit dans un calendrier très restreint. On l'a vu, on est vraiment maintenant dans un basculement opérationnel nécessaire qui s'impose à 11 mois, à 11 mois bien évidemment de la date fatidique et de l'accompagnement obligatoire que nous aurons, nous, en tant qu'éditeur de SIRH. Merci beaucoup Abdelkader. Abdelkader, si tu peux revenir en arrière, je pense qu'il y a un autre slide, ça serait idéal. Voilà. Juste avant, donc bonjour à toutes et à tous. Comme Laurence l'a fait, je vais juste représenter en quelques mots qui nous sommes. SDWorks est un prestataire de services RH, donc d'où le S d'ailleurs de SDWorks. Donc on met à disposition des solutions RH et paye auprès de nos clients. Et on se distingue également à la fois par notre qualité de service d'externalisation de la paye, puisque nous sommes tantôt éditeurs, donc nous mettons à disposition nos solutions de paye et SIRH auprès de nos clients. Mais dans la plupart des cas, nous sommes un service d'externalisation, c'est-à-dire que nous produisons aujourd'hui plusieurs millions de bulletins de paye en France par an. Donc nous sommes présents en France avec 300 collaborateurs pour vous accompagner et également 7000 collaborateurs dans toute l'Europe, ce qui fait de nous un prestataire de paye majeur donc en Europe. Alors comment nous avons mené cette transformation? Alors tout d'abord, quand on a appris évidemment que la convention de la métallurgie allait changer, donc c'était un peu le flou, et Abdelkader s'est très rapidement renseigné et a commencé à échanger avec les équipes produits. Donc les équipes produits et Abdelkader ont travaillé ensemble pour déjà identifier l'impact que cela aurait sur nos solutions. Une fois que ça a été fait, nous avons identifié l'ensemble de nos clients concernés. Aujourd'hui, on parle de plus d'une vingtaine de clients concernés à peu près. Donc voilà, ça c'est en tout cas notre démarche d'éditeur et de prestataire de services. Évidemment, on a vérifié que tout était prêt. Et une fois que tout ça était prêt, nous avons décidé donc du coup de contacter l'ensemble de nos clients. Donc l'ensemble de nos clients ont reçu d'abord un mail, mais c'est évidemment pas suffisant.
On le verra dans la dernière slide tout à l'heure. Dans 15 jours, on va contacter l'ensemble de nos clients. Mais avant ça, on doit mener des analyses auprès de l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup, Abdelkader. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt la seconde analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose 2 types d'analyses pour nos clients. Une analyse assez simple, finalement. C'est-à-dire qu'une analyse la plus simple, c'est qu'on part du principe que nos clients ont déjà mené les analyses de leur côté. Ils ont déjà mené les analyses d'impact. Et nous, on va juste, de notre côté, en tant que prestataire de services et éditeurs, mener juste l'analyse de cet impact et le retranscrire dans le logiciel. C'est assez rapide, ça prend entre 5 et 10 jours, selon les analyses que nos clients vont nous fournir, selon les livres blancs de paye qu'ils auront réalisés. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que nous, on s'est aussi rendu compte que nos clients n'avaient pas forcément préparé cette analyse-là. Et c'est là où vous voyez à l'écran justement ce qu'on propose auprès de nos clients, mais pas que d'ailleurs, on le propose aussi à l'ensemble des entreprises qui ne seraient pas clientes pour les aider dans leur démarche. C'est une analyse beaucoup plus complète avec un consultant RH. C'est-à-dire qu'on va analyser les processus de paye, ça va passer évidemment par la rédaction d'un livre blanc, on va analyser les impacts vers les outils tierces. Comme l'a dit Laurence et également Patrice, c'est que on va modifier les classifications. Donc, ça a un impact sur la partie gestion administrative. La gestion administrative est en général très liée à l'ensemble du SIRH, puisque tout ça est lié avec des classifications, donc des fiches de poste. Donc, il y a un vrai travail d'analyse à faire et identification des interfaces qu'on peut avoir en tant qu'éditeur, puisqu'évidemment, la paye est un outil central, mais qui est interfacé avec l'ensemble de l'écosystème. Et ensuite, on va proposer évidemment, au-delà de la livraison d'un livre blanc, un accompagnement au changement, comme l'a précisé en fait Laurence, sur cette partie-là auprès de nos clients RH. Donc ça, c'est un deuxième type d'analyse. Sachez que d'ailleurs, cette analyse-là, comme je vous l'ai dit, on la propose également pour les entreprises qui ne seraient pas clientes. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets un sondage à droite. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à répondre. Il y a 2 types de questions. La première question, c'est vous souhaitez qu'un consultant RH vous recontacte, comme ça on vous présente une démarche, tout simplement. Soit ça ne vous intéresse pas, mais vous souhaitez au moins la documentation. Et dans ces cas-là, évidemment, on vous l'envoie sans problème. Voilà, donc je vous envoie, hop, le sondage, il est actif sur la partie droite. Est-ce que tu peux passer rapidement, Delcata, du coup, sur ce slide ici? Merci beaucoup. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu en résumé ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que nous, on a eu plus d'une vingtaine de clients concernés. Alors, parfois, ils étaient mono-convention collective. Là, c'est plus simple. Parfois, ils étaient multi-convention collective. Là, c'est évidemment un peu moins simple. On a identifié également les clients les plus complexes, puisque comme nous sommes systématiquement en ligne avec nos clients, on sait que certains ont une complexité légale plus que d'autres. On va proposer donc ces différentes approches-là. Et ce que vous voyez en dessous, c'est le timing. Puisque vous le savez, en fait, finalement, on parle de 2024, mais pour nous, c'est clairement demain. C'est-à-dire que dès maintenant, jusqu'à février, on prend contact avec l'ensemble de nos clients pour leur dire attention, une convention collective va changer. Il y a un besoin de paramétrage. Donc, il y a un besoin de prestations. Donc, tout ça, on va le valider avec eux. On va leur envoyer les différentes offres. Soit une analyse, encore une fois, très basique, soit une analyse beaucoup plus complète. Et on doit impérativement terminer ces analyses au plus tard en juin. Alors évidemment, on a chanté le mois de juillet, enfin même si les analyses débordent un peu, parce qu'en juillet, évidemment, en France, on travaille encore. Au mois d'août, un peu moins. Donc, on a évidemment supprimé le mois d'août ici, et on va paramétrer l'ensemble des conventions auprès de nos clients, comme je l'ai dit, donc plus d'une vingtaine, de septembre à décembre, avec un plan de bascule évidemment, et ce qu'on appelle une hypercare, évidemment, c'est-à-dire que on laisse pas nos clients seuls à partir du 1er janvier 2024. Il est évident que de toute façon, ça fait partie de notre ADN, on les accompagne de toute façon à minima tous les mois pour faire des points de comité de pilotage avec eux. Donc, on a une session d'hypercare. On a des consultants qui seront prêts à intervenir et à modifier, évidemment, le paramétrage qui aurait été réalisé ou mal réalisé. Ça peut aussi arriver. Donc, voilà comment on s'est préparé chez nous. Donc, tout ça va se faire dans la douceur. On s'est préparé en tant qu'éditeur parce qu'on met à disposition aussi des ressources. Vous le savez, je pense que mieux que personne. Une ressource de paye, c'est compliqué aussi à trouver. Nous sommes dimensionnés pour ça aujourd'hui. On a des consultants paye qui sont prêts. On a des consultants SIRH qui sont prêts et qui ont déjà
des charges qui sont intégrées dans leur planning pour que tout ça, évidemment, se fasse dans la douceur et pas dans l'urgence. Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'il y aura des clients qui se réveilleront un peu tard, même après les appels. Ça arrivera, on le sait. Mais encore une fois, on s'est préparé pour ça. Donc voilà comment on a mené cette démarche-là en tant qu'éditeur. Donc de l'analyse évidemment jusqu'au livrable qui sera prévu donc entre septembre et décembre. Donc on pense que l'année 2023 sera une belle année, mais comme on l'a vu tout à l'heure avec Patrice, euh, même si les négociations ont duré 3 ans, moi j'ai vu quand même que l'analyse a commencé il y a presque 10 ans finalement. Presque 10 années pour accoucher d'un texte unique. C'est à la fois rapide parce qu'il y a quand même 78 conventions collectives, mais en tout cas là c'est fait. On est prêt et on est ravis de ça. Même nous, encore une fois, en tant qu'éditeur, parce que vous imaginez bien, paramétrer une convention collective versus 78, ça nous va très bien. Nos clients gagnent en compétitivité sur la partie gestion de la paye et avec une convention collective, c'est plus simple pour tout le monde. Merci beaucoup à lui-même pour ça d'ailleurs. C'est tout pour moi en tout cas. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles. On a notre site web, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez taper nos noms directement sur Google, je pense que vous nous trouverez tous. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, donc juste sur Google, mon prénom, ça fonctionnera très bien. Et ce webinaire sera disponible également en replay. Donc l'ensemble des personnes qui ont été inscrites, même qui n'ont pas participé ou qui ont quitté le sondage, qui ont eu un problème technique, vous pourrez évidemment télécharger ce webinaire directement. Merci Sébastien pour toutes ces précisions sur la prise en compte dans nos systèmes d'information de cette évolution conventionnelle. J'ajoute à ce titre-là que pour ce qui concerne l'aspect, le volet juridique, nous demeurons bien évidemment en contact avec les collègues de Monsieur Mimenza, avec lesquels nous avons quelques ateliers de travail maintenant depuis quelques mois, qui vont se poursuivre au cours de l'année 2023, notamment pour s'assurer que toute situation particulière d'un salarié qui viendrait à se prolonger sur l'année 2024, qui a pris naissance en 2023, puisse répondre aux bonnes dispositions conventionnelles, les actuelles, je pense notamment territoriales. Qu'est-ce qu'il en advient dans la mise en œuvre au 1er janvier 2024 du nouveau cadre conventionnel? Et bien évidemment, tout cet historique-là nécessite que l'on puisse y répondre correctement. Ça oblige aussi, dans nos systèmes d'information, certainement, l'obligation d'avoir quelques historicités des situations. Alors ça, c'est une contrainte d'ordre fonctionnel qu'on n'apprécie pas forcément toujours dans les systèmes d'information parce qu'il y a un problème de stockage, de récupération des données, de récupération des... Voilà, mais qui s'impose impérativement, et tout cela va être encore mené dans nos échanges avec les juristes et les collègues de Monsieur Mimenza au sein de l'UIMM. À ce titre-là, Monsieur Mimenza, sur les points d'alerte, bien évidemment, vous en avez indiqué un certain nombre d'entre eux. Madame Daubert a relevé également un cadre nécessaire de transposition, de continuité en tous les cas, de l'existant pour les statuts collectifs et qui va s'inscrire dans cette nouvelle convention collective. Ce sont des thématiques qui demeureront de l'ordre de la négociation de l'entreprise. Je pense notamment à la durée du travail, mais il peut y en avoir d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire celles qui resteront dans ce cadre-là, éventuellement, qui nécessiteront que les entreprises s'y penchent également? Alors, il y a un point particulier, si vous le permettez, parce que je le sais, c'est notamment la valeur du point pour la prime d'ancienneté, à titre d'exemple, qui restera du niveau territorial, là, et non pas national, mais il y en a d'autres également qui peuvent relever à la fois du territorial et à la fois du champ de la négociation d'entreprise. Oui, tout à fait. Vous avez raison. La partie valeur de points, en fait, reste sur un plan territorial. Donc c'est une donnée qui est bien sûr indispensable pour calculer la prime d'ancienneté. J'aimerais juste revenir un petit peu sur la question qui est vraiment très intéressante, qui a été soulevée par Madame Daubert, c'est la question de la reconnaissance individuelle, parce qu'effectivement c'est une question qui nous est souvent remontée. Dans la mesure où, par rapport à la pratique actuelle de la classification, pratique erronée, qui consiste à effectivement donner du coefficient pour je dirais, satisfaire des reconnaissances individuelles. Donc aujourd'hui, le fait de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, donc va forcément créer un vide qu'il est important de combler au niveau des entreprises. Ça fait partie de la réflexion, du travail des entreprises. Alors, c'est quelque chose qui ne peut pas et n'a pas pu, bien évidemment, être adressé au niveau de la branche
dans le cadre de la nouvelle convention collective parce que c'est propre à chaque entreprise, bien évidemment. Donc chaque entreprise a ses propres processus RH, ses propres, je dirais, volonté de distinguer ce qui relève des objectifs, de fixation des objectifs, de la performance individuelle, de la tenue des emplois, des compétences, des gestions de carrière, etc. Et donc, du coup, il est important, je dirais, en parallèle donc, de la mise en place de la nouvelle classification des emplois, peut-être de repenser aussi les choses en matière de reconnaissance individuelle. Alors, juste pour témoigner, donc, on est en contact donc, bien sûr avec quelques grands groupes. Il y a une initiative d'un grand groupe qui donc, consiste à mettre en place une échelle en 3 points, par exemple, basée sur la maîtrise des compétences des salariés. Donc, alors c'est du classique, hein, ce qu'on voit dans je dirais au niveau des processus RH, hein, donc avec un niveau d'entrée, un niveau confirmé, un niveau senior ou expert, avec des critères, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien sûr objectivé, mais c'est quand même fondamental parce que ça permet, dans le cadre de la progression de carrière, pour un salarié, pas forcément de monter en niveau d'exigence d'emploi, de changer d'emploi, mais de pouvoir avoir, je dirais, une progression au sein de son emploi, sans changer de placement, mais avec voilà, une maîtrise qui s'accroît et qui peut déclencher, bien sûr, dans l'entreprise, après, des actions, que ce soit des actions salariales ou de reconnaissance attachées à cette progression-là. Donc ça, c'est bon, c'est un témoignage, mais bon, disons que la mécanique, il est important que chaque entreprise puisse aussi y réfléchir et l'adresser. Ça permettra, je dirais, de stabiliser dans le temps le fait de ce qui relève de l'emploi et de ce qui relève du salarié. Et ça, c'est fondamental si on veut que voilà, ça soit bien installé à partir de 2024 et pour les années à venir. Donc voilà, c'était important pour moi de donner une piste. Alors, comme le disait Madame Douer, après c'est une réflexion, hein, bien sûr, c'est chaque entreprise de voir, mais en tout cas, voilà, nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on encourage au niveau de la branche, au niveau des entreprises, à avoir ce type de réflexion sur la partie RH. Du coup, monsieur, excusez-moi, je vais vous faire reformuler votre question, pardon. Oui, je disais qu'il y avait un certain nombre de domaines de négociations qui relèvent encore du champ, vous l'avez recité, bien évidemment, territorial, d'autres de ceux de l'entreprise. Quels sont les points de vigilance pour une entreprise dans ce champ de négociation qui reste encore de son domaine, qui viennent compléter la nouvelle convention collective auquel elle ne répond pas? Je pense bien évidemment au tout le cadre de l'organisation du temps de travail, ce qu'on appelle généralement l'OTT ou la TT, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, donc, tout à fait, je vais reprendre en fait en répondant un peu par l'inverse, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être finalement négocié par l'entreprise ou est obligé finalement de suivre le niveau conventionnel. Donc, c'est la classification des emplois, ce dont on vient de parler, et c'est la partie, je dirais, rémunération attachée à la classification, c'est-à-dire les salaires minimums hiérarchiques. Donc, aujourd'hui, donc, on a une double négociation tous les ans, c'est-à-dire que les salaires minimaux hiérarchiques donc des populations non cadres donc, sont négociés au niveau des 76 champs conventionnels et pour les cadres, c'est négocié au niveau national. Demain, donc, tout sera négocié au niveau national et ces éléments-là, bien sûr, sont à respecter, ne peuvent pas, je dirais, être dérogés par l'entreprise. Donc, la question de la prime d'ancienneté donc, au niveau de la valeur de points, oui, c'est une donnée qui sera, je dirais, territoriale. Par contre, le principe même de la prime d'ancienneté, c'est quelque chose qui peut aussi être, je dirais, retravaillé par l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer au niveau de l'entreprise. Je vous dis, les deux seules choses qui s'imposent sont celles que j'ai évoquées. Pour tout le reste, donc l'entreprise doit vérifier, bien sûr, le minimum du cadre conventionnel, mais par rapport après aux accords d'entreprise, donc, une entreprise pourra, et on le voit, hein, on a des témoignages d'entreprises qui nous remontent, qui vont faire le choix, par exemple, de travailler sur leur temps de travail et donc de profiter du nouveau cadre conventionnel pour revoir en leur sein donc, et mettre en place des accords qui sont beaucoup plus pertinents par rapport à leurs enjeux, notamment enjeux de flexibilité, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quand même fondamental dans le contexte, je dirais, d'incertitude. Et donc les entreprises ont besoin, donc, pour leur compétitivité, d'avoir plus de flexibilité. Donc voilà. Et après, c'est propre à chaque entreprise. Vraiment, c'est un travail d'analyse et de recherche de ces zones d'opportunité pour se faire une feuille de route.
Merci Monsieur Mimenza. Madame Daubert, deux questions. La première, vous nous avez présenté tout un calendrier, bien évidemment, des travaux à mener au sein de votre structure. S'agissant des négociations qui relèvent encore du domaine de l'entreprise, quel est le calendrier envisagé et qu'on pourrait bien évidemment indiquer, hein, enfin, en tant qu'élément indicatif? Et puis la seconde question, c'est, porte sur la communication de ce changement auprès de vos collaborateurs et collaboratrices. Est-ce que vous avez envisagé une communication globale? Est-ce que les choses doivent se faire par manager, hiérarchiquement? Comment les choses se présentent en la matière? Heu, nous n'avons pas de son, madame Daubert. Personnellement, je ne vous entends pas. C'est revenu, ça semble revenu. Non, malheureusement non. Non, on n'entend pas, je confirme. Non, on n'entend pas. C'est ennuyeux. Non, petit problème technique. Non, toujours pas, madame Daubert. Non, toujours pas, non. Bien. Bon, et bon, on fera peut-être une réponse par écrit dans ce cas. Oui, oui, je pense que c'est la seule solution qui nous reste. Eh bien, nous nous excusons pleinement de ce contretemps technique. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Nous allons donc, le temps étant écoulé, nous allons libérer nos invités parce que bien évidemment, ils ont d'autres rendez-vous, hein, d'autres actions à mener, à moins que chez madame Daubert, le son soit revenu, mais je n'ai pas le sentiment nullement. Merci grandement madame Daubert de votre témoignage très C'est vous. utile, pertinent, qui a apporté bien évidemment un certain nombre d'informations pour permettre à ceux qui nous ont écoutés et puis ce partage, hein, bien évidemment d'expérience. Merci monsieur Minmenza pour nous avoir redit, ce qu'est, cette nouvelle convention collective, dans quel cadre elle s'inscrit, dans quels sont ses objectifs. Merci Sébastien pour, nous avoir, tenus informés, des schémas opérationnels et d'engagement des entreprises de SIRH, en l'occurrence l'exemple de SD Works. Et puis je remercie bien évidemment tous ceux qui étaient à l'écoute, qui ont participé à cette web conférence. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine session sur laquelle nous vous informerons très prochainement. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end s'il devait prochainement démarrer, et vous dis à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci bien. Au revoir, merci.